derrière, au final, ce sujet qu'on traite, qui a combien de réserves et combien de personnes sont mobilisées. Donc, en quelques mots, hein, le réseau RNF, donc, qui fédère aujourd'hui les 353 réserves naturelles françaises et d'outre-mer, donc RNN, RNR et les réserves de Corse. C'est aujourd'hui donc 920 membres qui sont donc répartis au sein de 8 commissions. RNF fonctionne donc en commission. La commission qui regroupe évidemment le plus de monde, c'est la commission patrimoine naturel, avec tous les sujets scientifiques, de protocole, etc. La commission patrimoine géologique, hein, donc là, il y a plus de 400 membres hein, dans cette commission-là, c'est la commission de cœur de RNF. Mais il y a d'autres commissions qui, de plus en plus, donc, prennent du poids. Hein. J'ai envie de dire, il y a 20 ans, il y avait quasiment que la commission patrimoine naturel qui existait. Et maintenant, la commission éducation et sensibilisation à la nature ou la commission territoire prennent de plus en plus d'ampleur parce qu'on se rend compte que ces sujets-là sont de plus en plus importants dans nos métiers de gestionnaire. Et il y a aussi une commission donc, sur les sujets professionnalisation et police, voilà, qui ne concerne pas trop le sujet aujourd'hui, mais qui aussi est importante à RNF. Voilà, bon, ça, je pense que c'est évident pour vous. Hein, évidemment, les 3 missions liées aux réserves naturelles, protéger, gérer, sensibiliser. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Une petite photo du maillage hein, aujourd'hui des réserves en France. Hein, donc voilà, on est bien répartis sur tout le territoire. Alors les 2 commissions qui aujourd'hui traitent de ce sujet du bonheur, du bien-être et de la santé, comme je vous disais, c'est la commission donc éducation et sensibilisation à la nature. Aujourd'hui, c'est 200 membres en France qui font partie de cette commission, qui ont des missions donc à la fois d'édition de ressources, d'outils en EDD, qui travaillent avec différents partenaires nationaux comme le réseau FREN. Il y a eu le renouvellement là, au congrès de la nature de l'accord cadre avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Éducation nationale sur le sujet donc, de valorisation des missions des actions des réserves dans l'éducation au développement durable. Hein, donc tout ce sujet prend de plus en plus de poids. Le déploiement du dispositif des aires et terrestres et marines éducatives en partenariat avec l'OFB. La commission porte aussi pas mal de sujets de partenariat culturel avec l'accueil de résidences d'artistes, de développement d'outils de sensibilisation et depuis donc ces dernières années aussi donc un sujet qui émerge peu à peu qui est la démonstration de la contribution des réserves à la politique publique santé. Hein, l'entrée c'est vraiment la liée à la santé et donc un travail qui est mené de partenariat avec les structures de santé. Je vous en parlerai un peu plus juste après. Donc ça, c'est la commission éducation et sensibilisation à la nature. Et donc, autre commission dont moi je fais partie, qui est la commission territoire et développement durable, avec donc 172 membres. Je crois qu'on avait déjà partagé justement et travaillé, là, on vous avait fait part de tout le gros projet qu'on a autour de l'ancrage territorial. Est-ce qu'en fait, tous ces sujets sont un peu liés? Donc d'ailleurs, petite parenthèse, la boîte à outils est en train d'être finalisée je pense que d'ici peu, on pourra vous la diffuser, ceux qui souhaitent la tester sur leur territoire. On travaille aussi dans la commission sur le sujet sport de nature hein, avec un outil BiodiveSport qui est développé par la LPO et qu'on diffuse auprès de nos gestionnaires. Le sujet de la valeur ajoutée des réserves hein, dans tous les champs de la politique publique. Bon, là, il y a une véritable méthodologie et des études de cas qui ont été mis en place. Et aussi, donc, là, ça fait 2 ans, j'ai envie de dire, qu'on commence à travailler et essayer de développer des indicateurs de suivi sur la contribution des réserves au bonheur de la société. Donc, en fait, hein, à la fois, les 2 commissions ont travaillé initialement un peu chacun de leur côté, et puis on s'est rendu compte que même si les approches initiales étaient un peu différentes, la commission territoire, voilà, plutôt, alors c'était un peu le sujet de bonheur naturel brut, hein, en référence à bonheur naturel brut du Bhoutan. Hein, donc voilà, on s'est un peu amusé aussi sur les termes, hein, mais l'idée c'est essayer de quantifier, de mesurer, ce qui n'est pas facile, hein, parce que la notion de perception de bonheur, elle est quand même pas forcément quantifiable, et c'est à la fois agréable que tout ne soit pas quantifiable, mais c'est vrai que si on veut derrière en traduire des projets, il faut quand même arriver un peu à le mesurer. Et donc, c'est aujourd'hui un peu sur ces questions-là, nous, quand la commission territoire, on travaille. La notion de bonheur peut-elle contribuer à renforcer l'ancrage des réserves dans nos territoires?
comment le mesurer. Et en parallèle, donc le sujet que porte la commission éducation, donc plutôt orienté sur une entrée bien-être et santé, hein, avec le constat de la perte de contact de la nature, des déficiences d'expérience sensorimotrice, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les partenaires de santé, etc. et d'arriver aussi à avoir la plus-value vraiment en termes de santé que pourraient apporter les espaces naturels. Évidemment, ces sujets aussi ont pris, donc nous, on les travaille respectivement dans nos commissions depuis 2-3 ans. Évidemment, elles ont pris aussi un autre sens et une autre direction et un peu plus de corps depuis la crise sanitaire qu'on traverse. On voit bien aussi avec le besoin de nature qui s'est traduit après les confinements, que c'est vraiment un besoin vital, sociétal. Donc voilà, ces projets-là aussi prennent un peu plus corps avec le contexte qu'on connaît. Et donc en fait, on s'est dit que sur ces sujets-là, on a réuni en fait les deux commissions pour essayer de se dire, eh bien, on veut travailler ensemble sur cette thématique-là. Alors, je continue quand même à vous amener un peu on en est encore à l'état vraiment d'ébauche, donc je ne vais pas vous amener des résultats très concrets. C'est vraiment plutôt vous partager les réflexions qu'on a et voir si elles trouvent écho, vous, dans les réflexions que vous avez sur vos sites. Nous, au sein de la commission territoire, on s'est dit, OK, par quel bout attraper ce sujet, comment y réfléchir, comment le construire. Donc d'abord, on a fait pas mal de brainstorming à plusieurs, de se dire, OK, comment, dans quelle direction aller, parce qu'on peut partir vite dans tous les sens. On a fait des travaux de structuration autour un peu de différentes versions d'une carte mentale. Et en fait, on a réfléchi à la contribution des réserves naturelles. En fait, on sait que les réserves naturelles contribuent à de nombreux facteurs du territoire. Et en fait, ces différents facteurs créent un contexte favorable à l'expression du bonheur de la population. Donc, ces différents facteurs, c'est quoi? On en a identifié 6. Le contexte économique, le contexte politique, le contexte social et culturel, environnemental, l'épanouissement personnel et le bien-être physique et mental. Qu'est-ce qu'on met derrière ces facteurs, derrière ces thématiques? Ça, c'est des sujets, je pense, que vous connaissez tous. Donc, le contexte économique, c'est le sujet de se dire voilà, que les réserves, même si on n'aime pas effectivement quantifier le sujet, c'est aussi la notion de valeur ajoutée. C'est se dire qu'en fait, il y a une retombée directe dans nos territoires, indirecte et induite au niveau des paysages, au niveau du tourisme, etc. Et que derrière, c'est quantifiable et qu'en fait, ça participe à l'expression du bonheur de la population. Le contexte politique, c'est partager le constat de dire que les réserves, évidemment, contribuent à l'atteinte des objectifs des politiques publiques environnementales et participent donc en fait un peu à la réalisation d'un projet politique territorial commun d'aménagement du territoire. Le contexte environnemental qui est évidemment, on aurait pu le mettre en premier, en tant que haut lieu de biodiversité ordinaire ou exceptionnelle. Donc on participe, les espaces protégés participent donc à la résilience du territoire. Le contexte culturel et social, où donc les réserves peuvent être des lieux où art et nature peuvent communiquer, avec aujourd'hui des projets donc art et nature qui se développent et qui peuvent donc rendre accessible la nature par un autre levier qui est la culture. Le sujet bien-être physique et mental, avec vraiment donc le sujet que les réserves apportent une véritable qualité de vie sur le territoire, avec donc là les liens santé-bien-être, reconnexion à la nature et au vivant. Et puis l'épanouissement personnel aussi. Donc en fait, on s'est dit qu'il y avait le lien avec le grand public, les visiteurs et le territoire, mais aussi au bien-être des agents. Et donc le sujet de est-ce qu'en fait, quand on travaille dans des réserves, dans des espaces naturels protégés, il y a un épanouissement personnel, de trouver un sens à ses propres actions, à son métier. Donc ça, c'est un peu j'ai envie de dire, je vous traduis là un peu en synthèse les conclusions un peu du groupe de travail de la commission territoire qui s'est réunie pendant l'année. En parallèle, la commission donc éducation et sensibilisation à la nature, elle a aussi avancé sur donc plutôt, comme je vous dis, une entrée bien-être et santé.
Le projet contribue à sensibiliser différents publics et leur permet de reprendre contact avec la nature et d'améliorer leur santé physique et mentale et leur bien-être grâce aux espaces de nature protégés. Donc là, il y a l'idée de favoriser la perception de l'espace naturel comme un outil d'amélioration de la santé. Il y a eu aussi pas mal d'échanges et de travail. Je vous illustrerai un peu avec quelques échanges qu'on a eu la semaine dernière en séminaire avec le travail du monde de la recherche, notamment en psychologie environnementale, avec voilà, les interrelations entre individus, environnement physique et social, aussi est-ce que les effets des conditions environnementales sur les comportements et tout ça, et effectivement donc le lien, le côté émotionnel aussi, est-ce que ça a un impact donc sur la santé de l'individu. Et évidemment, donc pour la commission éducation, tout ce sujet se traduit aussi par comment, en final, au travers des différents publics, concevoir différentes formes d'outils, de programmes pédagogiques pour pouvoir donc sensibiliser sur cette thématique, donc différents publics. Donc là aussi, c'est encore en construction, c'est encore nouveau. L'idée, c'est de pouvoir donc aussi accompagner les gestionnaires dans la mise en place d'activités de santé en pleine nature. Mais à la fois, la question, c'est jusqu'où on va, voilà, quelle est notre mission en termes d'accueil d'activités au sein de réserves, ou est-ce que demain, on a vocation à accueillir toutes les activités de yoga en cœur de réserve. Donc, où est un peu aussi la limite sur ces sujets-là? Et voilà, le sujet est aussi revenu de monter des partenariats avec les organismes de santé. En conclusion, un peu tout ce que je vous ai dit, je pense que vous voyez aussi que le sujet, il est vaste, il est dense, qu'on peut aller dans plein de directions et qu'effectivement, il faut aussi arriver à se recentrer, à se dire sur quoi on priorise, sur quoi on commence à travailler, c'est quoi les axes prioritaires. Donc, pour l'instant, on a fléché un peu trois entrées, en fait, sur lesquelles, dans les années à venir, on voudrait arriver à travailler et arriver à des résultats un peu concrets. Donc, le premier axe, c'est l'idée de arriver à mesurer, ce que je vous disais au début, la contribution des réserves au bonheur de la population. Donc là, on voudrait à la fois rédiger un peu un plaidoyer sur ce sujet pour que ça puisse être partagé avec différents acteurs, les décideurs ou autres, mais qu'on ait une base un peu écrite et un peu structurée sur le sujet. Et puis, donc, on voudrait arriver à développer, voilà, comme je vous disais, des indicateurs, même si ce sujet-là est difficile à mesurer. On sent qu'il y a un besoin d'en passer par là pour pouvoir en parler, en fait. Donc, c'est un peu sur cet axe-là qu'on va essayer de travailler là en 2022. Second axe, donc bien-être physique et mental. Là, l'idée, c'est vraiment qu'il y a un projet commun entre les deux commissions. Justement, donc avec l'idée aussi, c'est que RNF donc se positionne par rapport aux acteurs de la santé pour voir concrètement en termes de partenariat, est-ce qu'il y a des choses à expérimenter, à tester avec donc peut-être des établissements de santé qui sont à proximité d'espaces naturels protégés et voir concrètement si on pourrait mettre des projets en place et mesurer derrière l'effet que ça pourrait avoir sur certains patients. Et le troisième axe, donc c'est plutôt le sujet lié au bien-être au travail. Donc là, l'idée, c'est de travailler justement avec une autre commission de RNF, qui est donc la commission professionnalisation et police de l'environnement, qui, elle, est plus concernée par tous ces sujets de personnel, etc. Et qu'on leur amène justement ces éléments de prise en compte du bonheur et qu'on essaye de mesurer au sein du réseau un peu le bonheur et le bien-être au travail. Je prends un exemple, RNF a développé un outil là, pour mesurer par exemple le bien-être de ses salariés de ces salariés au travail. Voilà, est-ce que cet outil-là peut être utilisé, partagé dans le réseau, de quelle manière et comment on peut construire et aborder ce sujet-là et le mesurer, voire améliorer les choses auprès de nos agents. Voilà, et pour terminer, vous partagez en fait la semaine dernière au Bagnas, on a accueilli le séminaire annuel commun
des deux commissions, territoire et éducation et sensibilisation à la nature. Le fil de route, alors on n'a pas parlé que de ça pendant 3 jours, mais le fil de route était donc ce sujet bonheur, bien-être et santé. Hein. Sophie a d'ailleurs participé le mardi après-midi à nos travaux. Et donc c'est trop tôt pour que je vous partage. En tout cas, c'était la semaine dernière, donc on n'a pas encore, j'ai envie de dire, fait percoler et fait ressortir un peu les grandes conclusions qu'on pouvait tirer de notre séminaire. Donc je vous partage juste 2 interventions qui ont été particulièrement intéressantes et qui nous ont aidés à continuer à réfléchir sur ces thématiques-là. Donc, on a Pascale Derme, qui est journaliste, auteure et réalisatrice du documentaire Natura, qui est intervenue le mardi après-midi et qui a vraiment abordé ce sujet-là sous l'angle au final des bénéfices que la nature pouvait amener à l'homme avec plusieurs entrées. Donc, à la fois les bénéfices physiques. Elle a toujours illustré ses propos vraiment par des études de recherche en France ou ailleurs en Europe qui montrer la réalité scientifique donc de son discours. Donc à travers, par exemple, la plus-value des bains de forêt. Alors bon, au Bagnas, en Sansouire, voilà, elle a trouvé que ça manquait un peu d'arbres. Mais et pour l'instant, il n'y a pas d'études de bains de Sansouire qui montrent la plus-value sur la santé des bénéfices physiques. Mais je suis sûre qu'on pourra démontrer ça. Avec l'entrée bénéfice physique, avec l'entrée aussi bénéfice santé cognitive. Donc avec là, il y a des tas de travaux en neurosciences qui ont été portés et qui montrent à quel point, en fait, il y a une réponse directe quand on est dans la nature ou en forêt sur des bénéfices cognitifs, par exemple sur la fatigue mentale, la capacité de mémoire, etc. L'entrée émotionnelle aussi, il y a des études qui montrent que l'émission d'hormones, du bonheur, etc., tous nos circuits hormonaux ne fonctionnent pas de la même manière et répondent différemment en fait quand on est en pleine nature. Donc voilà, il y a déjà j'ai envie de dire des preuves, des retours concrets sur ces sujets-là que le rapport à la nature, à la forêt, aux espaces naturels est source vraiment de bénéfices pour l'humain. Seconde intervention qu'on a trouvée très intéressante, c'était Mathieu Perrona, qui fait partie de l'Observatoire du bien-être qui pilote l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, qui est le Centre pour la recherche économique et ses applications, et qui là, lui, concrètement, a mis en place donc déjà un observatoire des indicateurs qui permettent donc il a fait des études là sur des milliers et des milliers de gens en France, donc il a déjà des résultats qui sont assez parlants sur des indicateurs subjectifs sur la satisfaction dans la vie, le sentiment de bonheur, le sens de la vie et le lien à la nature sur tous ces sujets-là. Donc là, c'était assez concret. Et concrètement, je pense une des manières pour nous derrière d'arriver à en extraire quelque chose et arriver à en tirer application sur les espaces protégés, on va essayer en fait de construire avec lui des indicateurs qu'on pourrait tester vraiment sur les espaces protégés pour vraiment mesurer la plus-value d'un espace naturel protégé sur ces sujets-là de satisfaction et de bonheur. Lui, il a fait un travail un peu général, mais qui ne se focalise pas sur les réserves et les ENP. Et je pense qu'il va nous aider donc à arriver à concrètement tester un peu sur certains sites la plus-value que pourrait donc amener un espace protégé sur le bien-être des citoyens. Donc je pense que ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que ça fait déjà donc 2-3 ans qu'on travaille sur ce sujet. Pour l'instant, on n'a pas de projet qui est construit en interne réserve en fait. On est encore à la phase de
prospection, de réflexion. On se nourrit de différentes études, observatoires, outils qui existent. Ça mûrit doucement. Ce sujet, il n'y a pas de salariés, j'ai envie de dire, à RNF qui sont directement fléchés là-dessus. Donc, c'est aussi une attente, un besoin des gestionnaires qui s'organisent et qui réfléchissent sur ces sujets-là. Mais on sent, moi, le séminaire de la semaine dernière, on était une trentaine de gestionnaires. Voilà, on sent que le sujet est là, qu'il y a cette mobilisation-là. Et j'espère que dans un an ou deux, voilà, je pourrai peut-être revenir vers vous avec des conclusions, des sujets qui ont été des conclusions, en tout cas des tests qui ont été expérimentés sur les réserves, avec donc une appropriation du sujet un peu plus fine liée vraiment à notre thématique. Mais moi, je trouve intéressant, là, même si on a un petit groupe aujourd'hui, d'avoir votre retour, votre ressenti sur ce que je viens de vous exprimer. Et est-ce que ça vous évoque des choses sur vos espaces? Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ces réflexions-là? Là, c'est vrai que nous, on le réfléchit en interne réserve, mais évidemment, les sites du conservatoire, etc., sont autant concernés par le sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Peut-être j'arrête mon partage d'écran. On se revoit tous. Hop. Merci pour la présentation. Merci, Lizzie. Oui, Sophie? Moi, j'aurais peut-être juste un peu une question parce que du coup, autant sur les aspects santé et sur les aspects, enquêter sur les gens qui travaillent dans les espaces naturels, ça me paraît assez, plus, je sais pas, des sujets assez plus simples ou plus évidents. Sur le côté vraiment bonheur, est-ce que ça rejoint pas beaucoup les thématiques liées à l'ancrage territorial des réserves et le côté un peu enquête auprès des habitants et enquête auprès de la gouvernance ou des politiques qui sont impliquées autour de l'aire protégée et un peu leur ressenti? Est-ce que c'est pas déjà ce qui est fait quand il y a des enquêtes sur l'ancrage territorial? Alors, c'est sûr que le sujet est transversal, qu'il y a des interactions à croiser, mais les questions, elles ne sont pas orientées comme ça dans le diagnostic d'ancrage. Dans le diagnostic d'ancrage, l'entrée, c'est vraiment la connaissance. Est-ce que les acteurs du territoire connaissent, interagissent, s'approprient l'espace naturel, mais la notion vraiment de bien-être, il n'y a pas du tout de question sur le bien-être, il n'y a pas de mesure sur est-ce que l'espace naturel vous procure du bien-être, est-ce que quand vous avez fait une journée, une sortie en réserve, est-ce que le soir vous vous sentez mieux? Ce sujet-là n'est pas du tout abordé, mais peut-être que derrière, ça pourrait être en final, la boîte à outils ancrage, elle se remplit petit à petit. Donc là, il y a une première version qui va sortir. Peut-être que dans 2-3 ans, si on a réussi à identifier quelques indicateurs, en fait, sur ce sujet-là, on pourrait compléter l'outil ancrage, par exemple. Ça serait évidemment possible. Mais aujourd'hui, le diagnostic ancrage ne répond pas à ce sujet-là, à cette question-là. Ok, merci. Moi, j'avais une petite question par rapport au travail que fait Mathieu Perrona. Là, tu disais qu'il avait déjà un petit peu, donc dans le cadre de l'Observatoire du bien-être, tenté un petit peu des études là-dessus, mais pas forcément sur les espaces protégés. C'est-à-dire qu'en gros, il a pris les espaces naturels de façon générale, ou il s'est focalisé sur des espaces autres. Et vous aimeriez bien arriver à faire le distinguo entre vraiment… Non, en fait… oui, en fait, c'est assez récent aussi. Lui, il a pris effectivement des tranches en fait, il a plutôt travaillé l'entrée des indicateurs. Il a 5-6 indicateurs où effectivement, il se pose la. C'est dommage que je n'ai pas récupéré. Le fait, c'est que le séminaire, c'était la semaine dernière. Ça aurait été bien que je vous montre une diapo ou deux qui nous a présenté. Vous n'avez qu'à venir aussi, mais… Voilà, vous n'avez qu'à venir. Et aujourd'hui, l'entrée vraiment plus-value nature, effectivement, elle est pas étudiée. Lui, il va arriver à nous fournir le type d'indicateur, la manière qu'on peut expérimenter, qu'on peut poser, construire au final un peu un protocole, vu qu'il a un peu ce cadre-là.
Et nous, au final, on va essayer avec le réseau des réserves de l'expérimenter, en fait, certainement, voilà, sur un panel de réserves pour voir, pour en fait, in fine, comparer les résultats qu'on aura en réserve par rapport à lui, les résultats qu'il a sur la population en général. Et en fait, pouvoir se dire, eh ben, il y a un effet réserve par rapport aux questions sur le sens de la vie, la satisfaction de ma journée, voilà, il nous a parlé de 2 types de bonheur. Il y a le bonheur vraiment instantané, à la fin de ma journée, je me sens bien. Et puis le bonheur hédémonique, enfin moi je découvre aussi un peu tout ce vocabulaire, qui est vraiment, est-ce que sur le long terme, j'ai un bonheur qui répond, enfin, qui donne du sens à ma vie, en fait, qui est vraiment quelque chose sur du plus long terme. Donc lui, il a travaillé en fait un peu ces indicateurs-là, ces questions-là. Donc nous, on va pouvoir, parce qu'on n'est pas spécialiste de ces questions-là, on va pouvoir s'appuyer sur sa connaissance et déjà la réflexion qu'il a menée là-dessus et le tester donc sur des espaces naturels et donc derrière pouvoir comparer. Est-ce qu'au final, voilà, des gens qui vont régulièrement en réserve, et dans les questions sens de la vie, bonheur, bien-être, etc., le pourcentage moyen est plus élevé, par exemple. Voilà. Lui, aujourd'hui aussi, son travail, il ne se fait pas qu'à l'échelle française, il se fait à l'échelle européenne. Donc, on a par exemple des conclusions. Il nous a présenté les différences, par exemple, de satisfaction de la vie entre les Français, les Allemands et les Québécois. Enfin, c'est même, oui, il y avait même des comparaisons internationales. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'essayer peut-être de construire voilà, un partenariat plus fin avec lui pour mesurer réellement dans lui ces travaux-là un effet nature, espace naturel protégé. Ben, c'est vrai que la question nous qu'on se pose aussi en filigrane, c'est est-ce qu'au final c'est uniquement le sujet nature contre pas nature, ou est-ce qu'il y a une réelle plus-value à l'espace naturel protégé en fait? C'est ça aussi, enfin, peut-être que la conclusion aussi, c'est de se dire, c'est juste la proximité, l'immersion dans une forêt, et que là, entre guillemets, le caractère protégé, en fait, n'a aucun impact. Mais en fait, derrière le caractère protégé, on peut imaginer qu'il y a quand même une biodiversité plus dense, donc peut-être plus d'espèces. Parce que Pascal Derme, je crois que c'est Pascal Derme qui a illustré en disant à un moment donné qu'en fait, on se rend bien compte que il y a une étude qui montrait que plus dans la nature, on était en rapport avec une densité d'oiseaux, en fait, plus le côté sensoriel lié à l'ouïe et donc dans l'immersion de la nature, la connectivité avec les sons des oiseaux ou d'autres animaux avait un impact sur le bien-être. Donc, est-ce que cet élément-là va se retrouver dans un espace naturel protégé ou est-ce qu'en fait, ça sera non significatif et en fait, c'est juste le rapport à la nature qui a du sens pour le citoyen et que là, que ce soit protégé ou pas, ça n'a en fait peu d'importance. Toutes ces questions-là, ces sujets-là, on ne sait pas aujourd'hui. Ouais. Rapidement, après, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Ça fait se poser plein de questions. Ouais. Là, tu disais qu'il avait fait des études aujourd'hui entre, par exemple, donc du coup, les Français, les Québécois, etc. Il n'a pas du tout fait d'études aujourd'hui entre les Français de la ville et les Français de la campagne. Enfin, je caricature, mais justement pour cet aspect nature, sans entrer dans l'aspect justement plus-value de l'air protégé, Non. mais juste déjà en fait cadre de vie un petit peu plus naturel ou plus. Non, lui, ça n'a pas été son entrée. Après, l'idée, voilà, c'est qu'on arrive à le traduire ensemble. Par contre, il l'a fait aussi plusieurs fois dans le temps, là, depuis 2 ans. Et par exemple, donc rien à voir avec la nature, mais lui, il mesure, par exemple, les effets confinement, post-confinement. C'est un baromètre qu'il a mis en place, qui n'a pas été fait une fois par an, qui a été fait, enfin, je sais plus, peut-être une fois tous les 2. Enfin, et donc sur ces 3 dernières années, on voit très bien aussi sur le panel d'acteurs les réponses. Liées au contexte là par exemple de ce qu'on vit ces dernières années, les gens font pas les mêmes réponses pré-confinement, post-confinement, mais non aujourd'hui on n'a pas de résultat, mais il y a toute la structure, la boîte qui peut nous aider à avancer sur un projet plus concret. Oui.
Bon, le sujet est très intéressant, même si je trouve que c'est quand même très complexe, Oui. de par déjà juste la diversité des espaces. Là, tu parlais des oiseaux, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'oiseaux, où il y a une grande diversité aussi. On ne ressent pas la même chose dans une forêt, dans une sansouire. Enfin bon, ça va être. Même en termes d'espace naturel et de ressenti, il y a quand même une grande diversité sur ce qu'on peut ressentir et une sensibilité qui est très différente par rapport à ce que chacun, nous, on estime être naturel ou pas. Oui. Moi, je parle en tant que botaniste, je ne vois pas du tout les mêmes choses que 90% des gens. Voilà, mais ce qui est normal. Moi, j'ai deux questions. C'est d'une part, est-ce qu'il y a une différence qui a été faite entre la perception locale et la perception touristique? Nous, on est quand même sur des zones où on a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et on n'a pas du tout le même ressenti des personnes en fonction de quelqu'un qui est ancré sur un territoire et quelqu'un qui vient sur un territoire. Là, on n'a typiquement pas le même besoin de nature et pas les mêmes références. Et la deuxième, je voulais savoir, est-ce que ça a été mis un petit peu en accord avec les études qui ont déjà été faites dans le cadre de calcul de services écosystémiques? Je sais qu'il y a des études qui ont déjà été faites pour calculer le bonheur, notamment, voilà, en termes de services écosystémiques, là, c'est plus pour donner un coût derrière, hein, c'était l'entrée principale des services éco, mais je sais qu'il y a eu pas mal de bouquins et d'études qui essayent de aussi retrouver l'accueil du public, le bonheur, tout ça, ils essaient d'y aller. Il n'y a pas la notion de santé, mais il y a déjà cette notion. Donc, voilà. Ça rejoint un peu une dépôt que je vous ai présentée. C'est pour ça qu'en fait, au final, c'est ce que disait Sophie, il y a beaucoup de travaux qu'on porte au sein de la commission territoire qui, à un moment donné, sont interconnectés. Tout ce sujet-là de bonheur bien-être, évidemment, doit être croisé avec l'entrée ancrage. Et où là, dans l'entrée ancrage, effectivement, on n'amène pas les choses et on analyse différemment au final les acteurs qui gravitent autour de la réserve, donc que ce soit les acteurs sociaux-pro, les touristes, les habitants, etc. Donc c'est sûr que c'est pas la même démarche à mener en fonction du type d'acteur et donc ce sujet-là de bonheur bien-être, je pense, trouvera son croisement avec le projet ancrage quand il aura un peu mûri. Et tout à fait aussi, là, ce que la quantification un peu des services rendus par les espaces naturels avec cette entrée quantifiable. Nous, en fait, dans la commission, on a aussi travaillé sur ce projet, sur un projet de ce type qui a été fait aussi sur des sites du conservatoire du littoral. C'est Vertigolab, qui il y a quelques années avait travaillé là-dessus et avait réellement quantifié voilà, les plus-values touristiques, culturelles, agricoles, services écosystémiques, etc., que pouvait rendre un espace naturel voilà, aux habitants, avec derrière, je sais pas, le Bagnas vaut 50 millions d'euros par an, enfin, rapporte 50 millions d'euros. Donc, à la fois, c'est un peu, dans nos métiers, un peu dérangeant de quantifier ces espaces-là. À la fois, c'est des outils pour aller parler aux élus et aux décideurs qui fonctionnent bien parce qu'on sait bien que tout est. Donc, on a aussi en tête, Florian, ces études-là, ces projets-là, et évidemment que l'idée, c'est de croiser et de ne pas refaire ce qui existe là, ce qui existe. Mais c'est vrai que l'entrée, vraiment, le fait, c'est que le focus et l'entrée n'a jamais été réellement fait sur, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas répondre à la question qu'on se pose. Est-ce que les citoyens est-ce que les citoyens qui habitent en bordure, enfin autour d'un espace naturel protégé, comment quantifier le bonheur j'arrive plus à parler. Le bonheur enfin voilà, est-ce qu'ils ressentent, est-ce que la proximité de l'espace naturel protégé, son utilisation, sa fréquentation véhicule en eux du bonheur? Comment quantifier ça on n'a pas d'outils aujourd'hui. On a donc le projet valeur ajoutée, le projet ancrage qui donne des sujets un peu parallèles, mais cette réponse-là, cette question-là posée dans ce sens-là, aujourd'hui, ça n'a pas été étudié. Oui, avec la difficulté d'arriver à savoir si le bonheur qui est ressenti parce que la personne elle vit à proximité d'une aire protégée ou d'un espace naturel, il est lié au fait qu'il soit pas en ville, qu'il ait moins de trajets pour aller à son boulot, qu'il y ait moins d'embouteillage, etc. Parce que du coup, il est dans ce truc de cadre de vie qui est plus simple, l'école de son enfant qui est moins loin, le boulot qui est moins loin, moins de stress, etc. Ou si c'est vraiment lié au fait de l'air protégé, de la biodiversité présente dessus, comme tu disais, les oiseaux qui chantent, et la forêt, etc. quoi. Oui. C'est vraiment, vraiment compliqué à
Oui. à évaluer, Et aujourd'hui, là, toutes les études un peu qui ont été faites, là, que Pascal Derme traduisait, c'est vrai que, par exemple, ça a été fait aussi sur un type de milieu. Hein. Son discours, il était très orienté sur la forêt. Et typiquement, hein, ce que tu disais, Florian, et l'exemple d'Encensoir, c'est un bon exemple. C'est que, voilà, et aujourd'hui, clairement aussi, sur nous, nos espaces naturels, hein, qui sont visuellement, pour un non-expert, peu accessible quand même. Hein. Quand nous, on traverse le Bagnas en voiture, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils traversent, quand ils vont au Marseille en plage, le Cap d'Agde, qu'ils traversent une zone absolument incroyable en biodiversité. Hein. Quand on voit une Sansouire, bon, à part un botaniste, c'est difficilement accessible. Hein. Donc voilà, il y a aussi ce sujet que au final, ça va être différent, alors que dans une forêt, d'emblée, on se sent en immersion, c'est plus accessible en fait pour un citoyen. Donc c'est sûr que le sujet, il est vaste, il faut avancer petit à petit, voir où on veut aller, qu'est-ce qui est intéressant de mesurer, à quoi aussi va nous servir au final ces indicateurs et vers où on veut aller après. Donc voilà, on est encore en défrichement, mais on sent qu'il y a une mobilisation et une envie sur ces sujets-là d'avancer, en tout cas dans le réseau. Ah, moi, j'avais encore une question, parce que j'avoue que ça peut. Et c'est justement par rapport à la suite, ce que tu dis, où aller, cette idée de justement, si on arrive à prouver effectivement que ben voilà, il y a un sentiment de bonheur, il y a peut-être une meilleure santé, il y a les personnes, je dis n'importe quoi, mais qui vont peut-être moins chez le médecin parce que du coup, elles sont plus en forme, parce que psychologiquement ça va mieux, etc. Est-ce que derrière, moi je pense que non, mais derrière, vous avez aussi cette idée de peut-être faire valoriser, dans le cadre des financements de l'État ou d'autres, pour essayer d'améliorer les financements des réserves, de se servir de ces arguments. Alors là, on n'en est pas là, mais évidemment, c'est des sujets qu'on a en tête derrière, et là, ça, c'est plutôt la commission éducation qui travaille là-dessus, mais dans les partenariats avec les établissements de santé, évidemment, derrière, on pourrait imaginer un partenariat avec le ministère de la Santé. On n'en est pas là. Enfin, voilà, on en est, pas là, mais c'est sûr, derrière, s'il y a des choses qui peuvent être attestées, prouvées, reconnues, ben, évidemment que derrière, RNF portera ces sujets-là au niveau du ministère. C'est sûr, mais on en est, enfin voilà, on n'en est pas là. Mais je pense déjà démarrer des partenariats avec des structures de santé, voir qu'est-ce qui peut être fait localement, expérimenter. Je pense qu'il y a ces deux sujets-là un peu qui vont se décliner. Il y a à la fois essayer de travailler des indicateurs et tester. Il y a le sujet indicateur un peu, et puis il y a le sujet partenariat avec des professionnels de santé en voyant qu'est-ce qui peut être fait localement. On va tester des choses, voir ce qui marche pas, avant peut-être de l'expérimenter à plus large échelle, et puis de voir les conclusions qu'on pourra avoir et voilà, les tendances. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire vraiment derrière. On avait aussi dans l'idée à un moment de prendre, par exemple, sur le sujet ancrage territorial, etc. Hein, c'est des sujets aussi qui ont mis du temps à émerger dans les réserves. Et il y a une thésarde en 2013 qui a travaillé donc pendant 3 ans en prenant plusieurs études de cas et qui avait vraiment beaucoup fait avancer le sujet. Nous avait bien aidé à le problématiser dans le réseau. Et donc, il y a aussi, on est en questionnement aussi là d'essayer de mobiliser des fonds sur une thèse sur ce sujet pour nous aider aussi à problématiser le sujet et à nous aider à avancer. Donc, c'est aussi une piste de réflexion qu'on a en interne. Voilà. Juste si je peux dire deux petites choses. Alors, je trouve le travail super intéressant. Et je pense qu'effectivement, ça serait peut-être bien de pouvoir, à un moment donné, faire des passerelles avec les autres réseaux gestionnaires d'espaces naturels, que ce soit le Conservatoire du Littoral à travers sa stratégie d'accueil du public. Et d'ailleurs, je sais qu'ils prennent un stagiaire là pour réfléchir sur toutes ces questions-là d'accueil du public, de qu'est-ce que les sites du conservatoire apportent au public. Donc, ça pourrait être intéressant de faire un petit peu de lien à ce niveau-là, au niveau national.
le réseau, la Fédération des conservatoires d'espaces naturels aussi, je pense qu'ils peuvent être très intéressés sur ces questions-là, bien qu'il y ait un certain nombre de personnes du réseau qui participent déjà aux commissions RNF. Mais je pense qu'en tout cas, il y aurait des passerelles à faire. Oui. Plus personnellement, nous, là, sur 2022, on va prendre un stagiaire en sociologie de l'environnement pour travailler justement un petit peu sur la perception qu'a le public de nos sites. Alors, je ne sais pas exactement encore si on va travailler sur les questions de ressenti, de bonheur, etc. Mais en tout cas, cette notion de sociologie et de perception du public, elle est importante, elle est prégnante et elle va nous permettre aussi peut-être de pouvoir réorienter certaines actions de gestion sur nos sites. Et ensuite, juste une observation personnelle. Juste en tout cas, Ludo, pour répondre à ton deuxième point, moi là, c'est pour l'an prochain, là, ton stagiaire. En tout cas, tu auras à disposition la boîte à outils. En plus, elle est numérique. Là, c'est un outil incroyable. Ça donne vraiment envie de se lancer dans un diag ancrage. Ils ont pris un prestataire pour faire ça, mais tout est expliqué là en ligne. Là, même pour les non-informaticiens, ça donne vraiment envie. Donc, tu auras en tout cas, voilà, la boîte à outils d'ancrage en tout cas sera diffusée là et là, d'ici la fin de l'année. Donc, si tu veux t'en inspirer, en tout cas, tu l'auras à disposition pour ton stagiaire l'an prochain. Super. Et voilà, je t'ai coupé pour ton dernier point. Et juste, ouais, je reprends mon dernier point. Moi, je trouve que c'était super de s'intéresser à toutes ces questions-là, mais voilà, moi, ça m'interroge toujours. Voilà, la nature pour l'homme ou la nature pour la nature. Est-ce que nos espaces naturels doivent forcément remplir une fonction et avoir une vocation pour l'homme? Ou est-ce qu'à un moment donné, nos espaces naturels ne peuvent pas être juste des espaces naturels et effectivement, il y a plein de choses qui sont répercutées sur l'homme, sur son bien-être, sur etc. Mais est-ce qu'on doit obligatoirement mettre ces facteurs-là en avant? Et est-ce qu'on doit utiliser ces facteurs-là pour défendre nos espaces naturels, pour défendre nos budgets? Enfin, voilà, c'est toujours un grand débat, hein, mais moi, ça m'interroge toujours. Je comprends très bien, je partage. C'est un grand débat où je crois qu'il n'y a pas de réponse d'ailleurs, mais à chacun aussi de s'en saisir, de voir comment il veut faire sur son site, c'est quoi ses arguments, son contexte territorial, son contexte humain. Oui. Mais le sujet monétarisation, la valeur ajoutée, nous, a vraiment, on a fait tout un congrès sur ce sujet-là en 2016 ou 17 à RNF et voilà, il y avait vraiment eu un gros débat dans le réseau des réserves, de se dire, derrière, quantifier, essayer de quantifier les services que rend un espace naturel, ça dérange. Mais le fait, c'est que sur le sujet du bonheur, du coup, tu remets alors en question aussi derrière en filigrane, il y a le sujet d'accueil du public sur les sites et de savoir où est notre mission sur notre mission aussi d'accueil du public au final. Ça recoupe aussi le sujet de l'accueil du public sur les réserves naturelles, effectivement, où nous on se pose des questions aussi à l'heure d'aujourd'hui, notamment sur les sites conservatoires du littoral. Faut-il accueillir du public sur tous les sites du conservatoire du littoral? Est-ce que tous les sites doivent avoir cette vocation-là? C'est une vraie question à l'heure d'aujourd'hui. Pour ton info aussi, Ludovic, là, il y a eu on a rencontré la RNF, il y a un partenariat qui est en train de se monter, RNF, Conservatoire du Littoral. Il y a eu une première rencontre, là, j'en faisais partie, la fin août, donc avec la direction des RNF et du Conservatoire. Ce qui est pas, parce qu'évidemment, il y a des tas de sujets, j'ai envie de dire, en commun. Moi, je prône ça depuis, évidemment, en étant réserve et conservatoire, évidemment, je vois la plus-value de faire travailler les deux réseaux ensemble. Les deux réseaux, le conservatoire, c'est un peu différent. Mais donc, voilà, il y a un premier contact qui a été pris avec, évidemment, quand on fait la liste de tous les sujets, projets qu'on pourrait travailler ensemble, la liste est très longue. Donc, il y a eu un peu des priorisations qui ont été faites, certains sujets qui ont été priorisés. Mais je pense que c'est un peu enclenché et c'est une bonne chose. Et évidemment, le sujet accueil du public, alors, n'a pas été identifié en priorité, vu la longue liste qu'il y avait, mais est un des sujets qui a été abordé, le sujet de la fréquentation des sites et de l'accueil du public.
Je vous coupe malheureusement, je vous invite Julie et Ludovic du coup à continuer éventuellement cet échange en aparté pour laisser Jérémia voilà, avoir le temps de nous faire sa présentation et puis qu'on échange effectivement sur le sujet, sur en suivant aussi, il est déjà 10 heures. En tout cas, ça montre qu'il y a beaucoup de questionnements, que le sujet est très intéressant. Ça rejoint aussi la communication, parce que comme on en dit, voilà, moi je partage ce que vous disiez là sur la monétarisation, sur est-ce qu'on doit forcément trouver des raisons à la nature par rapport à l'homme, etc. Mais de notre côté, pour arriver à sensibiliser, pour amener un peu les gens à respecter mieux, à prendre conscience de l'importance de ces milieux, malheureusement, on est un peu obligé d'en passer par là aujourd'hui. Hein. C'est pas inné et les gens ne comprennent pas de suite que c'est important. Donc, c'est vrai que ça participe aussi à amener des messages, tout ce travail-là, je trouve, pour mieux communiquer aussi ensuite. Ça va aussi, ça participe à tout ça. C'est effectivement très intéressant. Bref. Juste, je vais devoir vous quitter. Jérémia, je suis désolée, c'est pas que ta présentation m'intéresse pas, c'est qu'aujourd'hui je travaille pas, donc je vais aller voir ma petite fille un peu avant de prendre le train pour Dijon en plus. Pas de souci. Merci beaucoup Julie d'avoir pris le temps du coup d'être avec nous quand même ce matin et de nous présenter tous ces débuts de travaux très intéressants. Et à bientôt et bon voyage. Ouais, bon voyage à Dijon. Ouais, merci. Julie. Bonne suite de travaux et à bientôt. Salut. À bientôt. Jérémia, du coup, vu que ta caméra ne fonctionne pas, je vais essayer de partager ta présentation. Attends, j'essaye quand même un truc. Ouais, peut-être qu'on peut quand même essayer. Quand même, parce que du coup, pour la faire défiler, ce sera peut-être plus... Parce que vous avez besoin de la caméra. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Un écran noir? Ouais, JP. Non, pas un écran noir. Il n'y a pas un PowerPoint qui s'affiche? Là, non. Bon, parce que j'ai ouvert le bac de partage, bon, ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, si tu veux bien l'afficher, toi, Julie, et puis je te... Et du coup, tu me dis, j'essaye de suivre, hein, je vais suivre, mais si je ne fais pas défiler assez rapidement, tu me le signaleras. Okay. Alors, est-ce que... Raté. C'est celui-là, ouais. Ah, zut, c'était bon? Là, j'ai ton écran avec ton fichier là. Enfin, tu partages ta fenêtre. Je partage ma fenêtre, mais c'est pas en mode diaporama, c'est ça? Non, on n'a pas la présentation là, on a juste. Un décalage. Tu veux que je le fasse? Je l'ai ouverte si tu veux, Julie. Tu as plus l'habitude, pourtant. Hop, je réessaye une dernière fois. Est-ce que c'est bon? Ouais. Là, c'est bon. Oh. Ok. Bon, c'est marrant parce que ce que je vais vous présenter rapidement, là, en fait, ça se recoupe pas mal avec ce qui vient d'être dit. La différence près, c'est que chez nous, ça n'a jamais été théorisé. Ce qui se fait aujourd'hui ici, c'est le fruit de 20 ans d'expérience d'accueil du public. On voit dans le titre de la présentation, qui n'est pas de moi, je le rappelle, éducation populaire et animation pédagogique, c'est vraiment dans l'ADN du syndicat mixte et du SCAMANDRE, puisque le projet d'éducation à l'environnement sur ce site-là, en fait, il est même antérieur à la création de la réserve. La réserve s'est créée autour du projet d'éducation à l'environnement et pas le contraire. Tu peux zapper, Julie. Je vais le faire en même temps. Voilà, donc ce que je disais à l'instant, c'est que cette démarche-là, elle a été même antérieure au projet de réserve. Alors là, on va revenir un peu sur l'histoire, et rapidement, mais c'est simplement pour vraiment illustrer le fait que dès le départ, il y avait une mission principale qui était l'éducation à l'environnement, et dès le départ aussi, l'entrée qui a été privilégiée, c'est celle du lien entre la nature et les activités traditionnelles du territoire. Que ce soit la récolte du roseau, le pâturage, la chasse,
dès le début de l'accueil des scolaires sur ce site-là, c'est cette entrée-là qui a été privilégiée. Tu peux zapper. Ouais, voilà, bon, encore des vieilles coupures de presse, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est encore une fois pour illustrer le fait que, avant même qu'on parle de réserve, on parlait d'activités traditionnelles de sensibilisation, d'éducation à l'environnement, tu peux zapper. Des vieilles coupures de presse, bon, on peut avancer, mais vous voyez, ça remonte quand même à la fin des années 80, hein, c'est pas tout neuf cette histoire. Alors, là, je vois plus... Attends. Excusez-moi, il faut que je sorte de là parce que je ne vois plus du tout ce que tu affiches, Julie. On est sur le littoral, en fait. C'est une photo où l'indicateur, effectivement, montre un tableau en bord de mer à des jeunes. Ouais, c'est bon. Je ne voyais plus. Donc là, bon, ça, c'est simplement pour illustrer les différents types d'animations qui ont pu être mises en place à destination des scolaires. Je ne l'ai pas dit, mais sur les 10 premières années, à peu près, de la structure, l'accueil du public ne concernait que les scolaires. Et c'est à partir de 2005, je crois, qu'on s'est ouvert au grand public, et puis on en aura une illustration après. Donc là, voilà, différentes diapos qui illustrent différentes thématiques abordées avec les scolaires. Donc là, on était plutôt sur l'aspect écosystème, et puis des choses qui ont été mises en place à partir des années 2005-2010, je dirais. C'est des manifestations spécifiquement tournées vers la culture camarguaise. Donc on voit là ce que vous avez à l'écran, c'est à la recherche de la biodiversité. Biodiversité est un jeu de mots avec le nom local du taureau, le bio. Donc depuis déjà fort longtemps, le syndicat organise des journées de promotion du rôle des manades et des traditions liées à la bouvine. Donc là, tu peux avancer. Bon, évidemment, des visites guidées. Alors évidemment, depuis qu'on accueille le grand public, hein, mais ça fait partie du panel des choses qui sont proposées aux SCAMandres, avec des programmations trimestrielles, tout type de visites guidées, toutes thématiques confondues. Quelque chose qui est plutôt destiné à un public déjà naturaliste et sensibilisé à la question. Je peux avancer. Alors, là, on est sur quelque chose d'un peu particulier. Je pense que c'est même ça qui avait intéressé Julie au départ. Donc, je vous l'ai dit, jusqu'en 2005, le SCAMandre n'accueillait que des scolaires. Et puis, on s'est progressivement ouvert au public, moyennant l'aménagement de sentiers, la création d'observatoires et de cheminements sur pilotis, etc. Pour autant, il y a tout un public local, voire très local, qui n'était pas du tout touché par la réserve, qui ne la connaissait pas, qui la fréquentait pas. On était un peu identifié encore à l'époque comme une espèce de repère d'écolo. Et Serge Colombo, donc le responsable des publics au syndicat, a eu cette idée que moi je trouve assez géniale de faire venir un public au SCAMandre qui, dans un autre objectif que simplement la visite de la réserve. Et donc il y a eu la mise en place de tout un programme de soirées thématiques qui s'appelle les Belles Soirées du SCAMandre. On est toujours autour de la culture locale, mais sous toutes ses coutures et dans toutes ses composantes. Il y a eu aussi bien des lectures de poésie que de contes, du théâtre, des conférences, y compris ailleurs qu'au centre du SCAMandre. Là, sur la diapo, vous avez une conférence sur l'histoire de la tour Carbonnière dans le cadre du Festival de la Camargue, qui s'est déroulé dans la tour Carbonnière en elle-même. Tout ça pour dire que ces belles soirées-là, on fait venir un public différent au SCAMandre, l'ont fidélisé, on fait en sorte que ces gens-là, finalement, s'approprient les lieux et donc, par ricochet, la réserve. Bon, c'est quelque chose qui a été bien évidemment interrompu depuis le début du Covid, mais qui va être relancé.
Et enfin, voilà, moi, encore une fois, je ne suis pas impliqué très, très largement là-dedans, mais ce que je vois, c'est que on a aujourd'hui, on parle beaucoup d'ancrage aujourd'hui, à l'époque ça n'existait même pas, mais on a créé quelque chose avec ces manifestations-là. Vous voyez là sur la diapo qui est à l'écran, il y a quand même énormément de monde. Alors là, c'est différent, on est sur le jazz dans la nature. Tu peux avancer, Julie. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place un peu plus tard. Voilà le genre de manifestations qui peuvent... Hop, revient en arrière. Le genre de manifestations qui peuvent être mises à... Non, tu veux revenir sur les musiciennes, c'est plus sympa. Voilà, ça sont des choses qui ont été mises en place en partenariat avec le festival Jazz à Junas depuis quelques années. Là encore, c'est un public différent qui va venir, mais qui va découvrir la réserve par ce biais-là et qui va être amené à revenir dans un autre cadre. Et enfin, la dernière diapo, donc là c'est tout récent. Tu peux avancer. Voilà, la culture, la musique et pourquoi pas la gastronomie avec des manifestations du type journée du patrimoine gastronomique avec des commerçants locaux qui viennent présenter et vendre leurs produits là sur l'aire de pique-nique du Scamandre avec des animations musicales. Bon voilà, tout ça pour dire que l'accueil du public, y compris sur une aire protégée, peut prendre de nombreuses formes et visages. Pour revenir sur ce que disait Ludovic tout à l'heure, on peut se permettre de faire ce genre de choses ici, parce que le Scamandre est avant tout dédié à l'accueil du public, mais si on fait ça, c'est aussi parce qu'on a d'autres sites nombreux qui ne sont absolument pas ouverts et sur lesquels on n'accueille personne. Voilà. Un peu brouillon, l'histoire. Non, c'était très bien et très clair. Et pour moi, ça répond vraiment pardon, Sophie, tu avais levé le droit, désolé. Hein, vraiment à cette question que moi, je me suis posée 1000 fois aussi quand je travaillais au parc avant et que tout le monde se pose encore, c'est en gros, comment arriver à sensibiliser des gens qui ne sont pas des gens sensibilisés, parce que c'est vrai que sur les nuits de la chauve-souris, les nuits de la chouette et tout ce genre d'événements, souvent les personnes qui sont présentes à ces manifestations-là sont des personnes déjà un minimum sensibilisées qui se déplacent parce qu'elles sont intéressées par la nature et certaines espèces. Et le fait effectivement d'ouvrir avec d'autres, voilà, avec la culture, avec la gastronomie, sur les marchés locaux, etc. C'est vraiment, je pense, la bonne ouverture. Après, est-ce que vous avez constaté, vous, que ces personnes-là, bon, après, c'est difficile, hein, mais ces personnes qui viennent une première fois pour le jazz, pour la culture, pour la gastronomie, finalement, vous faites un peu une analyse et vous les recroisez sur des soirées plus sensibles. Est-ce qu'elles reviennent sur le site? Est-ce que vous arrivez à avoir un peu ce retour-là? Alors, on le quantifie pas, en tout cas, on ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais on l'observe clairement. Des gens qui habitent Galiciens, qui sont jamais venus ici, qui viennent à l'occasion d'une soirée sur je ne sais quel taureau ou je ne sais quelle manade, vont découvrir le site et vont revenir en famille. Ça, c'est incontestable. Dans quelle proportion, je ne suis pas capable de le dire. Ça vaudrait le coup d'être mesuré. On va attendre que Julie ait avancé dans ses travaux avec RNF et puis comme ça, on utilisera ses outils pour évaluer tout ça. Mais c'est évident qu'il y a un impact. Voilà, dans quelle proportion et jusqu'où, je sais pas. Oui, moi, ma question rejoignait un petit peu celle de Julie. Du coup, c'était est-ce que pendant ces soirées, vous étiez vraiment juste sur la culture ou est-ce que vous en profitiez pour faire un peu de sensibilisation aux thématiques portées par la réserve? Et du coup, est-ce que vous envisagiez, c'était un petit peu répondu, de mesurer ça, de faire un diagnostic d'ancrage ou d'essayer de mesurer l'impact que ces soirées ont depuis que vous les faites maintenant? Est-ce que vraiment il y a eu un changement un peu dans la perception de l'espace protégé ou pas auprès des habitants? Ouais. Alors, changement, moi j'en suis convaincu, hein, ces 10 dernières années, je pense que c'est assez flagrant.
on va très probablement lancer un diagnostic d'ancrage dans les 2-3 ans qui viennent. Enfin, je ne sais pas précisément quand, mais c'est prévu au plan de gestion. Et pour répondre à ta première question, alors non. Quand on a une soirée sur le thème de la bovine, on va parler de bovine et que de bovine. On ne va pas en profiter pour faire passer des messages de sensibilisation. Mais on mise sur le fait que voilà, les gens reviennent, s'intéressent à ce qui se passe ici, et éventuellement, pourquoi pas, viennent assister à des choses un peu plus ciblées, quoi. Mais ça vaudrait le coup de mesurer tout ça, en effet. Mais l'intérêt que j'y vois aussi, c'est qu'effectivement, vous ouvrez. Alors, du coup, là, enfin, voilà, en Camargue, il y a cette tradition de manade et de taureaux, etc., qui facilite, parce que du coup, il y a ce côté culture, effectivement. Et je me dis que les gens peuvent, même si vous n'en profitez pas, effectivement, pour parler espace protégé, ça les ouvre, ils voient ils se rendent compte que vous êtes une aire protégée, mais vous faites des choses sur des choses qu'ils aiment, sur peut-être les manades, sur les courses à la vachette, ou enfin ouvert sur ce genre de choses. Et donc, petit à petit, ça doit peut-être leur donner un sentiment de moins cette culture. Alors je dis voilà hein, que certains peuvent penser de culture bobo, ou voilà qu'on s'intéresse qu'aux espaces protégés, ou qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, et que finalement ah ben oui, ils s'intéressent aussi à nous, ce qu'on aime. Enfin je sais pas, hein, c'est comme ça que je me dis qu'ils peuvent éventuellement le voir en fait, et que ça peut faire des ouvertures en fait Ouais, c'est d'autant plus facile avec la bovine que le pâturage participe vraiment de la gestion et de la conservation oui, des milieux. il y a vraiment un Donc c'est lien. totalement imbriqué. C'est totalement imbriqué. De la même manière qu'on peut présenter la sagne sous un jour économique, mais pas seulement. Ça peut être aussi considéré comme un outil de gestion à un moment donné. Donc l'idée, c'est vraiment bien, et ça c'est vraiment le fil rouge depuis la création du centre, c'est vraiment bien de ne pas dissocier protection du patrimoine naturel et activités traditionnelles. Allô? Oui, je partage. Je regardais l'écran, du coup, s'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. Moi, je veux bien, si tu veux bien, Julie. Merci Jérémy, c'est très intéressant. Moi, ça me fait écho à pas mal de choses qu'on mène aussi sur le site des Salines, hein, à Villeneuve-les-Maguelones, avec, vous avez dû entendu parler de la galerie éphémère, qui, l'espace de 2 jours, on reçoit des artistes qui viennent exposer des œuvres dans un ancien bâtiment salinier, et où on a, en l'espace de 3 jours, 4000 personnes qui viennent visiter les bâtiments et qui reçoivent un message de sensibilisation aux zones humides et de manière plus générale à l'environnement. Après quelques années, là, on est en train de préparer la 10e édition, et on se rend compte qu'au final, c'est quand même souvent les mêmes personnes qui reviennent. Un public assez, pour le coup, citadin, qu'on n'aurait pas touché au travers nos autres programmes de sensibilisation, sorties nature, nuit des chiroptères, etc. Et effectivement. Et sur ces mêmes personnes qui reviennent, on en a quelques-unes, mais pas énormément au final, qui viennent participer aux autres activités sur le site. Donc ils viennent vraiment pour le volet culture et art, en fait, qui leur plaît, je pense. Par contre, on a essayé aussi de diversifier un petit peu nos activités, et notamment dans le cadre du projet de valorisation autour des bâtiments. On essaye maintenant de faire aussi des soirées hors des murs, c'est-à-dire c'est les Salines hors des murs, et on va organiser des soirées et des conférences au théâtre à Villeneuve-les-Maguelones, alors sur des thématiques différentes, mais la dernière c'était sur la pêche aux petits métiers. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien et qui permettent de toucher encore un autre public, un public plus de résidents de la commune. Et là également, on a vu des gens qui revenaient après derrière, et qui venaient par contre nous rencontrer sur le site et dans la maison d'accueil des Salines, parce qu'ils avaient été à la conférence juste avant. Donc je pense qu'effectivement, toutes ces petites thématiques un peu différentes, tous ces moyens un peu détournés, font quand même que les gens vont s'intéresser à l'espace naturel et se sentir concernés de manière un peu différente. Voilà, c'était juste un retour de notre part.
Bien d'accord. Avec du coup, Ludovic, là, du coup, sur la galerie éphémère, on est d'accord, c'est pas mal d'art urbain, graphe, etc. En fait, donc il n'a pas forcément de lien avec l'aire protégée, mais vous en profitez du coup à ce moment-là pour distribuer ou faire un petit peu de sensibilisation sur le site en lui-même. Contrairement Alors, beaucoup à Jérémia, qui, enfin voilà, quand c'est des soirées bouvines, il disait que c'était des soirées bouvines et n'en profitait pas forcément pour. C'est un autre, enfin voilà, c'est aussi une autre façon de faire. Alors nous, tous les artistes qui viennent exposer dans la galerie doivent travailler sur une œuvre en lien avec l'environnement ou la zone humide, hein. Donc les œuvres sont quand même en lien avec la thématique. Et parallèlement à ça, on a tout un programme de sorties et d'ateliers autour de l'événement Galerie éphémère, où on a un partenariat avec le CPE du bassin de Tours qui vient sensibiliser vraiment à la zone humide et à l'environnement. Donc effectivement, nous, on délivre quand même ce message environnemental. C'est plus une manière d'organiser un événement pour faire venir les gens qui viennent nous rencontrer. Ça fonctionne assez bien. Alors, on a un autre événement dont je n'ai pas parlé qui s'appelle les Palabrasives, qu'on a mené pendant quelques années sur le site, qui était un petit peu différent. C'était toujours de l'art, mais là, c'était sur le site, avec un parcours sur le site où les gens venaient découvrir des œuvres sur le site. Et là, par contre, il n'y avait pas du tout de message environnemental de délivrer. C'était uniquement la découverte du site et puis des œuvres artistiques que les artistes souhaitaient exposer. Merci. Florian? Ah, on micro. Faut mettre le micro. Ah, voilà. Parce que j'évite. C'est mieux comme ça, j'imagine. Voilà, donc c'est très très intéressant de voir un petit peu tout ce qui est fait. On voit qu'on n'a pas du tout la même avancée en fonction des structures. Nous, on n'est pas du tout dans ça. Et la première limite qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment de foncier dédié à ça, en fait. Pour faire une galerie, pour faire quelque chose, il faut avoir un endroit. Nous, on est vraiment embêtés pour l'instant. Je pense qu'on arrivera au bout d'un moment. On est en train de voir sur certaines zones où l'agglomération peut peut-être se positionner à terme sur des, voilà, sur des terrains où on aurait un peu de foncier, où on aurait un bâtiment, où on peut réussir à faire des choses. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours facile. Bon, d'une part, il peut y avoir une volonté politique, mais ça, souvent, il y a toujours des gens au milieu des bureaux qui sont toujours sensibles à la culture. Ça, je pense que ce n'est pas le message le plus difficile à faire passer pour faire la jonction entre la culture et l'espace naturel. Par contre, ouais, la grosse difficulté souvent, c'est au moins d'avoir une zone référence ou de foncier où on peut mettre où on peut mettre une exposition, où on peut faire venir des gens, où on peut, si on a besoin de faire un petit concert ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, nous, peut-être qu'on s'y projettera. Donc, s'il y a des retours, nous, ça peut nous intéresser aussi sur un peu. Ben, on va voir après s'il y a des choses d'échange qui peuvent se mettre en place. Mais voilà, sur des carnets d'adresses ou sur déjà, si vous avez on va dire des gens qui seraient prêts à montrer leur art sur certains sites, s'ils seraient prêts à le refaire, nous, ça peut nous intéresser d'avoir des contacts pour essayer au moins de vendre un projet, pas clé en main, mais presque, quoi. C'est-à-dire déjà avec des pistes de solutions et en disant, mais voilà, on a déjà des gens qui seraient prêts à venir. Enfin, voilà. Nous, je pense qu'on n'y est pas encore, mais on aimerait le développer. Donc, on est vraiment preneur de retour et voilà, d'entrer dans tout ça. Je vais dire une bêtise peut-être, mais du coup, le site, là, c'est sur Petit Travers, ça va jusqu'au Grand Travers ou c'est juste. Parce que j'allais dire, vous ne pouvez pas avoir des partenariats avec les paillotes d'été, là, pour aller mettre quelques trucs là Alors, où il y a les paillotes, c'est du privé. Et les paillotes, c'est du privé, donc c'est mort. C'est Oui, sur je le sais, domaine mais. public maritime, c'est même pas chez nous. Donc, on est ni sur l'un et c'est sur le pouvoir de police du maire. Donc, il faut avoir département, maire plus privé. On va éviter les trucs qui explosent. Donc, on va plutôt se concentrer. Nous, on a Petit Travers, mais on a tout le nord aussi. Donc, on a Candiargues, Lansargues, on a tous les marais qui sont au nord, où on va avoir la principale des surfaces, en fait, qui sont sur des zones de marée, mais où pour l'instant, on n'a vraiment pas, voilà, on n'a vraiment pas d'infrastructure où on peut vraiment se poser. Et il faut au moins un lieu référent où les gens s'habituent, où on peut avoir tout qui se construit. Aller que sur site pour faire des choses, sensibiliser ou faire un peu de culture, c'est un petit peu compliqué. Enfin, pour nous, après ça dépend des territoires, mais nous aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Surtout que quand on intervient et qu'il y a des relations un petit peu culturelles, patrimoniales ou autres, c'est souvent qu'on intervient dans le cadre de manades, de choses comme ça, où il y a une éducation pour un peu ce qu'a montré Jérémia. Ça veut dire qu'on va avoir un aspect qui va montrer
Il y a quelqu'un qui va venir pour regarder comment on cultivait le roseau, enfin, comment il y avait les anciennes pratiques par rapport à tout ça. Il va y avoir le côté un peu plus élevage. Et nous, on va intervenir dans le côté environnement pour faire des animations tournantes. Mais ce n'est pas nous qui pouvons aujourd'hui le supporter, quoi. Et voilà. Mais je pense que peut-être à terme, il y a une volonté du moins de commencer à se pencher sur ça. Donc voilà, si vraiment vous avez déjà des adresses intéressantes avec des gens qui seraient motivés, je pense que ça pourrait nous faire avancer aussi de notre côté. Ouais, j'en profite effectivement pour dire que, bah oui, si vous avez des références ou des contacts et tout ça pour les intervenants, je transmettrai aussi à Julie Bertrand, du coup, parce qu'elle a cité pas mal de travaux et n'hésitez pas à nous les partager, soit directement sur le mail du Café Génial là, ou après, si vous nous les envoyez à nous, on peut les mettre aussi sur le site internet, sur la page des Cafés Géniaux. Et puis, du coup, ça a vocation aussi après à alimenter le nouvel espace dont on vous parlait, là, sous osmose. On pourra remettre ça et du coup, il pourra y avoir aussi du coup directement des fils de discussion sur ces sujets-là si jamais Ouais. vous voulez contribuer. Et ça me fait penser, du coup, on avait lancé cette idée une fois, mais on n'est pas allé vraiment jusqu'au bout. Ça me fait penser, du coup, Florian, en termes de contact. Je pense que tu connais Cataline au parc de la Narbonnaise et leur programme La Mer Monte, où ils ont vraiment énormément bossé avec des artistes. Alors, c'est un peu différent parce que, du coup, là, c'est des artistes qui font passer un message, donc c'est effectivement pas tout à fait pareil. Mais on avait parlé à cette occasion-là, Sophie, je ne sais pas si tu te souviens, de peut-être essayer d'arriver à faire un peu un carnet d'adresses qui pourrait être mis aussi sur Osmose a posteriori, avec les artistes. Donc, du coup, Ludovic, vous, dans le cadre de la galerie éphémère, d'artistes qui peuvent être contactés, donc graffeurs ou autres, peintres, artistes qui font du théâtre, ou voilà, des gens qui travaillent dans la culture, mais qui ont quand même un peu cette sensibilité finalement en lien avec les espaces naturels. Et qui pourrait permettre d'aller piocher dedans ensuite plus facilement, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est très dur de trouver des références au niveau de la culture. Mais en plus, je pense que ça peut être très intéressant même pour eux, c'est-à-dire pour ces De se acteurs faire de la connaître. culture, d'avoir une espèce de planification où ils savent qu'ils peuvent avoir une continuité entre des sites et voilà, faire leur petite tournée presque. C'est-à-dire qu'ils savent de temps à temps ils sont là, de temps à temps ils sont là. Je pense que ça peut être aussi quelque chose, fait que c'est des projets, ben, il y a quelque chose de très local et au niveau des élus et qui dépend de chaque collectivité, de chaque structure dans laquelle on est. Mais de vendre peut-être une histoire un petit peu un package comme ça qui peut en fait se diversifier sur plein d'endroits parce qu'on a un peu les mêmes types de milieux, les mêmes attentes, les mêmes types de publics. Enfin, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant, je pense, même pour eux, ces acteurs du monde culturel, quoi. Il est 10h30. Je vais quand même rapidement en profiter pour faire un tout petit peu de pub super rapide parce que du coup, dans le cadre des assises de la biodiversité, du forum de l'écologie, je ne sais pas si vous avez entendu, qui est en train de se monter, là, qui aura lieu en janvier, on aura aussi notre forum des acteurs de l'ARB qui avait lieu il y a 2 ans, là, en 2019. Et on souhaitait justement faire un petit temps fort, en fait, le vendredi en début d'après-midi, une table ronde sur ce sujet de nature et culture, un peu avec quelques chercheurs, mais chercheurs ou scientifiques ou personnes qui travaillent sur les aires protégées en fait et qui ont du mal à faire passer soit leurs données, soit leurs messages, soit sensibiliser, et des acteurs de la culture, écrivains ou autres, enfin voilà, tout un tas de panels de personnes, justement, avec ce fil rouge de la culture peut aider à faire passer des messages aujourd'hui et à sensibiliser sur des sujets en lien avec l'environnement, les aires protégées, etc. Donc, on vous tiendra plus au courant, hein, vous serez tous invités, gestionnaires, à ces journées-là de toute façon. Mais voilà, vu que c'était en lien un peu avec notre thématique d'aujourd'hui, j'en profite pour vous le signaler. Donc, ce sera du 20 au 22 janvier au Parc des Expos à Pérols. Ok. Voilà. Ah, il y en a qui arrivent un peu en retard. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour. C'est la fin. Tu venais dire bonjour? Je suis là. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Nous, on était en train de conclure. Ah, d'accord. C'est jusqu'à 10h. J'ai noté 10h30. Oui, c'est l'heure de fin. C'est Non, demain. non, c'était ça. D'accord. Il n'y avait pas ma collègue Déborah? Ah non, elle est pas venue. D'accord, ok.
Mais c'est dommage parce que c'était très intéressant. Eh ben ouais. Et du coup, tu retrouveras la rediffusion si ça t'intéresse et les présentations des intervenants sur le site de l'ARB. Bon, sur l'ARB, on peut trouver ça. Bon, ben, Sur si le je peux site avoir de l'ARB, le sur lien, ouais, je suis intéressé, ouais. sur la page des gestionnaires, du réseau D'accord. des gestionnaires. Ok. Mais merci à toi d'être venu quand même. Bon, Oui, bon, c'est raté. Merci, au revoir. au revoir. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. De toute façon, comme d'habitude, voilà, bah, Sophie, vas-y, je te laisse. Ah bah non, bah juste, j'allais dire du coup sur les prochains cafés, les thématiques, mais je sais pas si tu voulais le dire. Du coup, le mois prochain, on sera sur les protocoles et les suivis en milieu forestier. Donc là, on quitte un peu le littoral pour le coup. Et ensuite, en novembre, on aura une thématique sur l'implantation d'énergie renouvelable sur les aires protégées avec le parc de Corbière-Fenouillade et le parc du Golfe du Lion pour les éoliennes en mer. Et en décembre, ce sera sur la faune exotique envahissante, avec pour l'instant une présentation du CEN Occitanie et puis un deuxième intervenant qu'on doit encore confirmer. Ça marche. Voilà. Super. Et j'allais dire aussi qu'on allait vous envoyer, bon, alors on n'est pas nombreux aujourd'hui, donc vous avez pu noter les adresses, mais en général, on envoie voilà, en suivant les présentations ainsi que les personnes qui ont participé au café pour des échanges ultérieurs en direct si besoin, que vous puissiez reprendre contact les uns avec les autres. Ça Voilà. marche. Ok. Vu les personnes autour de l'écran aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas besoin de nous. Mais des fois, on est plus nombreux. Il y a Midi-Pyrénées, ex-Midi-Pyrénées, XLR. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci d'avoir participé. Merci à vous. À bientôt. Merci, bonne Et journée. à bientôt. Tout le À monde. bientôt. Ça marche. Au revoir.